Comptoir, le magazine de l'actualité et des thématiques économiques. Mamadou Boye Diallo. Ensemble jusqu'aux portes de 15h au compte de ce magazine avec moi dans ce studio, Marama Djombo Ba. Bonsoir Djombo. Bonsoir oui, bonsoir. Moustapha Viki Diallo qui nous revient après une période de convalescence. Bonsoir Boyi, bonsoir à tous. J'espère que tu t'es bien rétabli. Ça va, on fait avec. Merci beaucoup. Allez, grand merci à toi champion. Nos deux invités dans ce studio, M. Alseni Kiam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué d'ici, hein? Oui, voilà. Bonsoir également, M. Amadou Mouktar Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir à tous, à notre invité et aux deux autres journalistes. Et je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Merci à vous. Grand merci à vous. Auditeurs. Voilà, le décor est planté. Les invités sont présentés, les chroniqueurs également. Place à Comptoir Actu. FIM FM. Comptoir Actu, le monde de l'économie et celui des affaires tels qu'ils évoluent. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité et les thématiques économiques et financières. C'est dans le comptoir, nulle part ailleurs. Merci de nous rejoindre sur la 95.3. Madame Djomboba, on va partir avec cette première actualité DTS de 150 millions de dollars en faveur de la Guinée. 33 projets sur 78 présentés par les ministères retenus et c'est à l'issue du Conseil des ministres. Oui, une commission mise en place par le Premier ministre Mohamed Beavogui a l'effet d'évaluer des projets soumis par des ministères afin d'accroître le taux d'absorption du pays en relation avec les droits de tirage spéciaux DTS. Du FMI a rendu ses conclusions. Sur 78 projets présentés, seuls 33 ont été déclarés éligibles pour un coût estimatif total de 129,8 millions de dollars et une durée d'exécution moyenne de 9 mois. Le coût moyen des projets retenus s'élève à 3,9 millions de dollars. Les projets non retenus l'ont été sur la base de critères tels que le manque d'études finalisées, le dépassement du plafond budgétaire de 10 millions de dollars par projet ou encore l'absence d'impact direct sur la population. L'évaluation des projets a été réalisée par l'équipe de la primature et de l'administration et le contrôle des grands projets chargés d'évaluer les projets transmis par les ministères. Enfin, Boyi, les ministères sont invités à soumettre d'autres projets afin d'observer les reliquats des fonds non alloués, soit 20 millions de dollars. Moustapha Viki, le président de la transition guinéenne veut rendre le port de Conakry plus compétitif. Et oui, c'est une volonté exprimée par le nouvel homme fort de Conakry, par donc le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à la faveur du Conseil des ministres du jeudi dernier. Le nouvel homme fort du pays a rappelé l'importance de trouver les voies et moyens pour rentabiliser davantage le port autonome de Conakry. La démarche vise à en faire une entité compétitive dans la sous-région. Le président de la transition a demandé que le port autonome soit fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce dans le respect scrupuleux des règles légales et de sécurité du travail. Le port autonome de Conakry est depuis un moment engagé dans une modernisation de ses infrastructures grâce à l'apport d'investissements étrangers, notamment les Turcs et les Français, pour répondre aux besoins des activités portuaires. On continue avec l'actualité. La Guinée, premier fournisseur de la bauxite à la Chine, 51% en 2021, Djombo. Selon les statistiques provenant de l'administration générale des douanes chinoises, la Guinée a livré 54,8 millions de tonnes de bauxite l'année dernière, soit 51,1% de toute la quantité du minéraire rouge acheté par l'Empire du Milieu sur l'exercice, rapporte le magazine Emergence. Ce taux traduit une hausse de 4% par rapport à l'année 2020, selon la même source, confirmant que l'industrie d'alumine de la Chine reste largement dépendante de la bauxite extraite en Guinée. Les exportations de la Guinée étaient soutenues par Guinea Alumina Corporation, CDM Chain, Chalco et Société minière de Bokeh. Les principaux concurrents de la Guinée viennent loin derrière, à savoir l'Australie avec 34 millions de tonnes, soit 32%, et l'Indonésie, près de 14 millions de tonnes. Voilà, la bauxite de la Guinée est sollicitée, mais derrière les retombées ne collent pas pour la population. Allez, on va terminer avec vous, Moustapha Viki, avec cette autre actualité. Relocation des DTS, les 100 milliards de dollars promis aux pays pauvres peine toujours à être mobilisés. En 2021, 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux ont été alloués par le Fonds monétaire international FMI à la relance économique internationale après la Covid-19 face à la faiblesse des parts censées être redistribuées aux pays pauvres. Les pays du Nord avaient alors convenu de mobiliser 100 milliards pour soutenir la relance dans les pays du Sud en renonçant à une part de leur
leur DTS. Plus de 6 mois après l'opération du FMI, les promesses des pays riches semblent être restées dans les placards. Les fonds promis n'ayant toujours pas été mobilisés depuis l'allocation des 650 milliards du FMI. Seuls quelques pays ont fait des annonces publiques de renonciation à cet effet. Le Canada, la France et le Royaume-Uni ont ainsi annoncé qu'ils réorienteraient 20% de leur allocation de DTS vers les pays en voie de développement, ce qui représente un total de 14 milliards de dollars. Le Japon, de son côté, a promis 4 milliards, soit seulement 10% de son allocation. En novembre dernier, le G20 a indiqué que 45 milliards de dollars ont déjà été mobilisés dans le cadre du processus. Quelques jours plus tard, c'est la Chine qui a officiellement promis qu'elle renoncera à 10 milliards de ses droits de tirage spéciaux au profit des pays africains. Rappelons que 33 milliards sur les 650 milliards décaissés brouillés par le FMI étaient destinés aux pays africains suivant leur quote-part normale. Grand merci à vous d'avoir déroulé de manière simultanée. Voilà l'actualité dans Comptoir. À présent, on va passer dans Comptoir Conjoncture. FIM FM, Comptoir Conjoncture. L'économie en débat. Plus de 100 jours après sa composition, le gouvernement Beavogui déroule son programme avec un bilan que maintes observateurs qualifient de mitigé, du moins pour le moment. De la gouvernance en passant par la relance de l'activité économique grippée par les effets de la Covid-19, la lutte contre la corruption ou encore le cadre macroéconomique. Quel bilan tiré des 100 jours de gouvernement de transition? Nous en parlons maintenant avec nos invités en studio. On va commencer avec vous, M. Alseni Thiam. Alors, le décor est planté. Il s'agit de revenir sur le bilan des 100 jours de gouvernement de transition dirigé, je le disais tantôt, par le Premier ministre Mohamed Beavogui. Alors, de l'œil de l'observateur économique consultant que vous êtes, quel bilan tiré des 100 jours de ce gouvernement? Alors, votre question est pertinente et je pense d'actualité. C'est vrai qu'après 3 mois d'exercice du pouvoir par le CNRD, on peut se demander si leur politique, notamment économique, a été efficace. Bien sûr, il est très difficile après 3 mois de tirer des conclusions sur globalement l'économie générale, mais d'une certaine manière, il y a eu quelques actions qui ont été faites. Donc notamment la mise en place de la CRIEF, le dégellement de certains comptes bancaires et notamment le fait qu'au niveau de l'administration, il y ait une volonté d'épurement et de renouvellement à travers notamment la mise à la retraite de certains fonctionnaires. Donc je pense que à ce niveau, on peut dire qu'il y a eu certains effets. Mais vous n'êtes pas sans savoir que globalement, on est dans une période de Covid-19 et malheureusement, la Guinée souffre parce qu'on a une économie qui est quand même tournée vers l'extérieur pour la plupart. Donc ça joue sur notre commerce extérieur et je pense qu'au niveau du commerce extérieur, l'État guinéen doit mieux jouer son rôle et pouvoir mettre en place des politiques adaptées afin de soutenir les entreprises notamment. Car on sait que notre économie est principalement tirée malheureusement strictement par le secteur minier et comme je le dis souvent et je le répète tantôt dans vos émissions, il faudrait peut-être un peu plus de diversification et surtout une politique structurelle plus efficace parce que on n'est pas sans savoir qu'en Guinée malheureusement on mène pas mal de politiques conjoncturelles et malheureusement il n'y a pas de politique structurelle pour permettre à notre économie d'avoir une ADN. Et voilà pourquoi moi je suis consultant, comme je l'ai dit à votre collègue, sur les questions d'économie solidaire. Et la Guinée, quand on prend par exemple la plupart des pays de la sous-région, la plupart disposent de secrétariats d'État dédiés à l'économie solidaire, voire même de ministères. On prend le cas du Burkina, du Sénégal à côté, du Mali, ces économies se développent et essaient de développer un tissu solidaire parce que notre économie est très informelle et d'une certaine manière, si on développe un peu plus l'économie sociale et une économie qui soit tournée vers le capital humain, eh ben, on peut avoir des effets sur la croissance globale. D'accord. Et quand on prend par exemple les questions de gouvernance et de cadre macroéconomique, est-ce que vous avez constaté des changements, des améliorations ou pour le moment ça reste mitigé? Pour le moment, je dirais que c'est un peu partagé. Après, bien évidemment, comme on a parlé la dernière fois lors de votre émission sur la politique monétaire, il mène une politique assez expansionniste quand même si on a vu qu'au niveau du taux de change, la valeur du guinéen s'apprécie. Mais il faut savoir aussi que les économies occidentales sont frappées de plein fouet par l'épidémie du Covid. Donc, est-ce que ce n'est pas une politique de la BCE d'évaluer leur politique monétaire et d'évaluer leur monnaie qui fait qu'on a des effets positifs sur notre taux de change? Donc là aussi, on peut se poser des questions. Mais je pense que globalement, il y a des choses à refaire. Sauf que, en parlant de cette politique monétaire, le taux de change ne reflète pas forcément sur le prix de certains produits sur le marché.
Oui. les biens et services notamment. Oui, effectivement, je pense que on a une économie qui est très déconnectée, comme je vous l'ai dit. Les prix sur le marché ne dépendent pas forcément de la politique monétaire. Je pense qu'il y a une offre et une demande au sein du marché informel qui se crée, et malgré nos politiques économiques, malheureusement, il n'y a pas assez de canal pour vraiment influer sur les prix, notamment sur l'inflation dans nos pays. Allez-y, M. Diallo, quel bilan vous tirez des 100 jours de la gouvernance du gouvernement de transition? Ok, je vous remercie. Bon, sans tarder, le temps fait défaut, oui, donc on va aller très vite. On est très désolé pour aujourd'hui. Donc, on ne peut pas quand même ne pas parler de la CRIEF, parce que ça participe à, si vous voulez, à la moralisation de la vie publique et économique de notre pays. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une mesure qu'on a saluée, mais à condition qu'elle respecte le principe, les procédures, que le droit des uns et des autres soit respecté, que les dossiers ne soient pas instrumentalisés pour disqualifier des hommes politiques. Ça, c'est important. Bon, on les attendait aussi. Sur les crimes économiques, on n'a pas vu d'actes concrets allant dans ce sens. Aucune enquête n'a été pour l'instant. Est-ce que ça revient à la CRIEF, ou bien aux autres outils de soutien? Oui, le gouvernement de transition, c'est normal. Il faut qu'il y ait des signaux quand même allant dans ce sens pour mettre fin à l'impunité, parce qu'il y a eu quand même des exactions qui ont été commises. Ici, il y a eu des morts d'hommes. Donc depuis plusieurs années, donc il faut qu'on y mette fin, donc on les attend là-dessus. Bon, revenons maintenant aux problèmes économiques, tout ça. Bon, moi, en tant qu'économiste, et je ne vois pas de signes tangibles allant dans le sens et de l'amélioration des choses, c'est-à-dire du climat des affaires. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? Parce que normalement, donc on a entendu d'abord le président de la transition l'autre fois, le 7 janvier je crois, décliner un peu sa vision du développement endogène. Il a instruit le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de faire en sorte que la Guinée dépende peu des importations. Mais il y a une politique économique qui doit aller dans le même sens. Regardez aujourd'hui en Europe, on va vers le fédéralisme budgétaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait une difficile transmission des politiques monétaires lorsqu'il y a une fragmentation budgétaire. Donc vous avez 19 pays de l'Union européenne avec 19 boussoles, c'est-à-dire 19 politiques budgétaires. Donc, or, la politique monétaire elle est commune, elle est menée par la banque, la BCE. Maintenant, si au niveau des pays, il n'y a pas une harmonisation, il n'y a pas les mêmes objectifs, donc il y aura des disparités. Et ce qui amène souvent des difficultés. Bon, donc j'en passe. Donc la politique monétaire guinéenne, malheureusement, elle vise la lutte contre l'inflation. Et ce n'est pas nous qui définissons cette politique monétaire. On reçoit des ordres des institutions de Bretton Woods qui nous disent, bon, c'est comme ça, vous allez faire comme ça, vous allez lutter contre l'inflation pour garantir... Mais on constate quand même une baisse, voilà. Écoutez, le franc guinéen s'apprécie sur le marché face aux devises étrangères, mais pourquoi, selon vous, derrière... En Guinée, nous avons une inflation importée. En Amérique, aujourd'hui, ils ont une inflation de 7% qui n'arrive pas à juguler. Même les économistes ne sont pas d'accord sur non seulement son origine, mais aussi sur comment la juguler. Aujourd'hui, nous avons une importation, mais qui est importée, parce que nous ne produisons rien. Donc, tout ce que nous sommes tournés vers l'extérieur, comme l'a dit mon collègue, donc nous sommes un pays débouché, un pays de consommateurs. Suivez-moi. Donc, si aujourd'hui, ça s'améliore ici, mais comme nous subissons de plein fouet les chocs exogènes, nous sommes tributaires des chocs exogènes. Cela a une répercussion. Ça a une répercussion. À l'arrivée du Covid en 2019, il y a eu une perturbation du marché international, aussi bien dans l'approvisionnement que dans, si vous voulez, la logistique. Donc les prix, les coûts du fret maritime ont considérablement augmenté et cela se répercute sur le prix de revient. Et comme le commerçant ne perd pas, il répercute sur le prix de vente. Donc, et c'est on va aller un peu, donc, un peu vite là. Écoutez, vous comprenez bien que si c'était le marché intérieur qui était développé, on avait suffisamment investi dans l'économie réelle, dans des secteurs porteurs de croissance. Aujourd'hui, on n'aurait pas subi les chocs exogènes. Et qu'avez-vous à dire, par exemple, sur le cadre macroéconomique, par exemple, parce qu'on a vu le budget en chiffres, en recettes, c'est 26 milliards et quelques, en dépenses, c'est 30 milliards. Donc il y a un déficit de 4 000 milliards qu'il faut financer. Et comment on finance le déficit? On a des leviers au niveau de la mobilisation interne des ressources, mais ça ne suffit pas. On tend la main. Malheureusement, suivez-moi, c'est important quand on tend la main
Donc, il y a un droit d'ingérence de ces institutions dans ce que nous faisons, parce que c'est eux qui disent voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, et ça nous empêche de penser par nous-mêmes pour ce qui est bon pour nous. D'accord. Et qu'est-ce que vous préconisez alors? On préconise que nous-mêmes, on réfléchisse à ce qui est bon pour nous. Regardez, on ne peut pas, par exemple, nous demander de nous retirer des activités de génératrices. Pendant 40 ans, cela n'a pas produit aucun effet. Ça ne nous a pas aidé à extirper la pauvreté de nos pays. Il faut qu'on arrive, par exemple, à créer, pourquoi pas, une raffinerie d'or, c'est-à-dire pour une société d'extraction d'or. Là, c'est de l'argent qu'on a, du diamant, pourquoi pas. En ce moment, on n'a pas besoin de tendre la main pour beaucoup de choses. Alors, on travaille pour mener à bien nos politiques. On va se retourner à l'autre. Alors, monsieur Thiam, moi, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se tourne vers, parce que la Guinée, vous l'avez dit, que l'économie guinéenne est tournée vers le secteur minier. Alors, l'un des secteurs dans le monde, dans l'économie mondiale qui a été peu frappé par la pandémie de Covid-19, c'est le secteur des télécoms. Et aujourd'hui, on a vu la Guinée, après plusieurs mois de lutte, le gouvernement précédent, par exemple, avait pu obtenir un certain nombre de choses, notamment sur les taxes honnêtes entre les différents appels d'un même réseau. Mais au cours de ces 60 jours du gouvernement Béavogui, ils ont supprimé justement cette taxe-là qui a fait tant et de les pertes sont estimées à 240 milliards de francs guinéens par an. Quel est votre regard là-dessus? Je pense que votre question est assez intéressante, mais vous savez que sur les taxes au niveau de la communication, je pense que la Guinée est l'un des pays quand même avec des taxes qui sont assez élevées. Quand je prends par exemple le cas du Sénégal, pour des forfaits, on peut avoir un forfait à presque moins de 1 million, alors qu'en Guinée, quasiment, on a des petits forfaits qui font que le coût, en tout cas au niveau du consommateur, est très élevé. Donc je pense que l'État aussi essaie de mettre en place des politiques afin non seulement de détaxer, pour ne pas que ça pèse au niveau du consommateur ou au niveau du prix, car on sait que malheureusement on est dans une période de concurrence, et donc d'une certaine manière au niveau des télécoms, il faut d'une certaine manière avoir une politique qui permette non seulement d'avoir accès à Internet à un bas coût. Quand je prends le cas de la France que je connais un peu plus, on peut avoir un forfait à quasiment 30 euros. 30 euros, ça fait combien? Ça fait 300 000 francs guinéens. Alors qu'en Guinée, avec les forfaits de 5 000, 10 000, on n'arrive même pas on a au moins des dépenses qui sont à peu près à 3 millions juste pour l'Internet et pour des dépenses de téléphonie. Donc je pense qu'à ce niveau, je pense que l'État doit baisser les taxes et essayer de mettre en place des politiques afin non seulement d'avoir plus de concurrence, car j'ai l'impression que des compagnies comme Orange et d'autres compagnies sont en position de monopole. Alors que dans d'autres pays, il y a des compagnies qui sont là, et donc d'une certaine manière, le fait qu'il y ait un peu plus de compagnies permet de réduire les prix et permet de jouer sur... Alors là, on parle des secteurs de l'économie, et qui dit secteur de l'économie fait appel aux investisseurs, donc aux investissements directs étrangers pour pouvoir, n'est-ce pas, exploiter les richesses dans ce secteur. En parlant justement d'investissement, je voudrais que vous tirez aussi le bilan à ce niveau. Est-ce que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, on a rassuré les investisseurs? Est-ce qu'on a un retour sur l'investissement dans le pays? La même question également tout à l'heure à M. Votre question est très pertinente, mais vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement l'économie est connectée à la politique. Donc d'une certaine manière, quand il n'y a pas de stabilité politique, on ne peut pas avoir d'investissement, on ne peut pas rassurer les investisseurs. Donc je pense que votre question est pertinente, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est dans un pays malheureusement où on a pas mal d'instabilité politique. Le monsieur a parlé du climat des affaires. Au niveau des indices politiques, notamment au niveau du climat des affaires, on est l'un des pays assez instables de la sous-région. Et au niveau des indices du climat d'affaires, il y a la notion de paix et donc de stabilité sociale. Et donc, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une analogie à faire entre la situation politique et la situation économique. Aujourd'hui, on est dans un pays quand même où on n'a toujours pas mis en place un chronogramme assez important mais le fait, par exemple, de s'attaquer à ces récupérations des domaines publics, la résidence 2000 et autres là, ce sont quand même des investissements privés. Est-ce que cela n'est pas de nature à décourager ces investisseurs? Mettre en place une banque de développement, ils vont dire non, vous concurrencez le secteur bancaire. Or, le secteur bancaire, quand vous y allez pour investir dans l'agriculture, dans l'élevage, ils vont dire non, il n'y a pas de visibilité. Ils ne financent que le commerce ou bien les entreprises qui ont des contrats de l'État. Vous comprenez? Donc, si maintenant l'État ne prend pas sa responsabilité, on nous dit que l'État, il faut qu'il y ait moins d'État dans
l'activité économique. Tandis qu'ils ne sont plus dans ce modèle. Ils sont dans le modèle keynésien. Parce que les plans de relance, c'est une approche keynésienne. Merci M. Diallo. Je suis désolé. On aura en tout cas un débat en profondeur par rapport à ce bilan des 100 jours. M. Alcine Thiam, un dernier mot par rapport à ce bilan rapidement avant de vous laisser. Oui, comme il a dit, je pense que c'est vrai qu'on a une économie qui est très tournée sur le court terme. Et peut-être qu'on devrait avoir des politiques d'investissement ou des politiques structurelles qui visent un peu sur le long terme et permettent vraiment d'avoir une identité sur notre économie. Quand je prends aujourd'hui le cas du Rwanda, ils sont très développés en matière de ITE et d'entreprises notamment très tournées vers la technologie. Le Sénégal aussi est un pays qui quand même vise notamment à développer l'éducation, qui est quand même un secteur prioritaire. En Guinée, malheureusement, à part nos mines, on ne peut pas dire qu'il y a un secteur dans lequel on se distingue. Donc je pense qu'il faudrait non seulement investir sur le long terme, et puis peut-être que nos États aussi aient un pouvoir de négociation un peu plus important, notamment à travers les contrats miniers. Merci. Quand on a possibilité de contracter et qu'on impose certaines choses, notamment que certaines entreprises respectent certaines possibilités, notamment investir et transférer les connaissances, je pense qu'on pourra développer et avoir une industrie forte. Mais tant qu'il n'y a pas de transfert de compétences, on va malheureusement rester sur cette économie rentière et on ne pourra pas assez élargir l'assiette et développer notre économie de manière globale. D'accord, grand merci à vous. Je suis vraiment désolé, voilà. Mais on aura le temps de revenir sur le bilan des 100 jours de ce gouvernement de transition. Grand merci à vous. On se retrouve prochainement pour d'autres thématiques. Allez, on continue avec cette émission.